Bonjour à tous. Pour sa première production du 21e siècle, Clint Eastwood se lance dans la science-fiction. Pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir un ami tôt désigné pour partager cette vidéo. Frédéric Liop, journaliste de France 3 Rhône-Alpes, spécialisé dans les reportages sur la science et grand amateur de science-fiction. Il est aussi l'auteur du roman de science-fiction Génération Alphan, La Terre des Héritiers. Frédéric, tu as revu le film pour cette vidéo, alors ton verdict? Eh bien, c'est un film de science-fiction et une comédie. Et si effectivement on peut pas dire que la science-fiction c'est vraiment du domaine de Clint Eastwood, sur la partie comédie on peut dire qu'il excelle avec un casting exceptionnel, avec ses 4 papys complices, avec des scènes et des dialogues vraiment très savoureux, un bon moment. Voici l'essentiel sur Space Cowboys. Space Cowboys de Clint Eastwood 2000. Clint Eastwood est le colonel Francis Corvin, dit Frank. En 1958, lui et son équipe de l'US Air Force sont des pionniers de l'exploration spatiale. 42 ans plus tard, alors qu'ils sont à la retraite, la NASA les rappelle pour aller dans l'espace réparer un satellite russe sorti de son orbite et qui se détruira en entrant dans l'atmosphère. Mais comme les Russes ne peuvent pas perdre ce satellite de communication sans déclencher le chaos dans leur pays en pleine restructuration, ils demandent l'aide américaine parce qu'il se trouve que le système de guidage du satellite a été conçu par Frank et que lui seul et ses 3 vieux amis ont les connaissances nécessaires pour le réparer. Autour de Clint Eastwood, on retrouve un casting de luxe. Tout d'abord, les 3 autres Space Cowboys. Tommy Lee Jones est le colonel William Hawkins, dit Hawk. Il est la vedette d'immenses succès populaires comme Le Client ou le célèbre Men in Black de Barry Sonnenfeld. Dans les années 2000, Tommy Lee Jones intègre le MCU en incarnant le colonel Chester Phillips dans Captain America. En 2005, il passe à la réalisation avec l'excellent western 3 enterrements. Donald Sutherland est le capitaine Jerry O'Neill. Il a été le Casanova de Federico Fellini et la vedette de MASH de Robert Altman. Dans les années 2010, il incarne le président Snow dans la trilogie Hunger Games. Il a déjà été le partenaire de Clint Eastwood dans De l'or pour les braves de Brian J. Hutton en 1970. Il est aussi le père de Kiefer Sutherland. James Garner est le capitaine Tank Sullivan, acteur connu pour avoir incarné Brett Maverick dans la série du même nom. Il avait déjà croisé Clint Eastwood dans l'épisode Duel à Sundown en 1959. Il tourne dans l'adaptation au cinéma de la série Maverick, mais il est surtout le partenaire de Julie Andrews dans Victor Victoria de Black Edwards. Autour d'eux, on retrouve l'excellent James Cromwell en directeur de la NASA. Il était le fermier Arthur Hoggett dans Babe. Pour la télévision, impossible également de l'oublier dans le rôle du Dr Arden, le terrible tortionneur de la saison 2 Asylum d'American Horror Story. Et regardez bien ce jeune pilote, c'est Jon Hamm dans son tout premier rôle. Il sera le publicitaire Don Draper dans la série Mad Men. Enfin, on assiste au célèbre The Tonight Show, le talk show animé par le vrai Jay Leno en personne. Nos 4 papys cabotinent dans cette séquence de totale improvisation menée par le présentateur vedette pour le plus grand plaisir des fans. Le film est coproduit par la Warner Bros et par Clint Eastwood via sa maison de production Malpasso Company. Bien que le film demande plus de moyens techniques que d'habitude, Clint Eastwood reste fidèle à son équipe de collaborateurs. Joel Cox au montage, Jack Green à la photographie et Lenny Niehaus pour la musique. Mais comme c'est souvent le cas pour Clint Eastwood, il compose le thème principal du film intitulé Espacio, joué par le grand guitariste Mitch Holder. Clint Eastwood garde un souvenir agacé du tournage de la mission. Il a l'habitude de tourner au moins 3 ou 4 plans par jour. Il faut toujours avancer, dit-il. Sur le set de ce film à effets spéciaux, c'est le contraire. 3 ou 4 jours pour tourner un seul plan. Jack Green, le directeur de la photo, connaît bien l'auteur. C'est son 14e film avec lui. Il fallait que je trouve toujours les solutions les plus simples pour lui faire plaisir. Je ne fais pas une grande histoire d'amour, me disait-il. Je veux juste des astronautes sous pression dans leur milieu habituel. Les séquences qui se déroulent dans les cockpits et dans les simulateurs de vol sont tournées au studio Warner en Californie. Et pour un souci d'authenticité, Clint Eastwood délocalise le tournage au centre spatial de Houston au Texas et sur la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Henry Bumstead, le chef décorateur, est chargé de reconstituer toute la base d'entraînement des astronautes ainsi que l'intérieur de la navette et du satellite. Aux effets spéciaux et sonores, on croise au générique une trentaine d'artistes et de techniciens, ce qui est rare pour un film de Clint Eastwood. Il aime filmer les gens, comme il le dit lui-même, et n'a donc quasiment jamais recours au trucage. Il y a donc des maquettistes,
qui ont fabriqué les modèles réduits et les ingénieurs de la NASA qui vont assister Clint Eastwood pour toutes les séquences qui concernent l'entraînement et la mission. Pour la première fois de sa carrière de cinéaste, il loue les compétences d'ILM de George Lucas. Dans Space Cowboy, Clint Eastwood combine deux genres comme il sait très bien le faire. La comédie dans une première partie avec les préparations des astronautes et la science-fiction dans une seconde partie avec la mission par elle-même. Ainsi, Space Cowboys possède la même structure narrative que son maître de guerre en 1986 avec l'entraînement des Marines dans une première partie et la prise de l'île de Grenade dans une seconde partie. La popularité du film est surtout due à la première partie, particulièrement réussie. Clint Eastwood injecte une sacrée dose d'humour, de mélancolie, d'amitié et de sensibilité. Il effleure l'univers du western comme le titre le sous-entend. Le film possède aussi un prologue et un épilogue. Dans le prologue, nous sommes en 1955 avec l'US Air Force. La musique nostalgique du générique donne le ton du film. C'est donc sur le souvenir d'une amitié passée que tout va se jouer. Jack Green teinte la pellicule en sépia bleu et Clint Eastwood demande à 4 jeunes acteurs de jouer leurs personnages. Toby Stephens, qui incarne Frank jeune, est particulièrement drôle quand il prend les mêmes expressions que Clint Eastwood. Et pour plus de véracité, ce sont les 4 vedettes qui doubleront les voix des jeunes acteurs. Attention carton. L'épilogue du film est une des plus belles fins du cinéma de Clint Eastwood. Après le sacrifice de Hawk, dont on a appris qu'il était condamné par un cancer, la caméra glisse tranquillement le long du sol lunaire et on le retrouve allongé, comme à la plage. Il regarde le clair de terre, mais on ne voit pas son visage sous l'opacité de son casque. Ainsi, l'auteur filme le voyage ultime de l'astronaute qui décide de quelle manière tout doit finir, mais Clint Eastwood est loin de s'engluer dans le pathos. Il accompagne le plan de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, comme si sa mort était en fait la forme définitive du bonheur, une fin magistrale, et si on est bien attentif, on entendra Hawk chantonner cet air dans le prologue, comme pour annoncer déjà sa destinée. Carton, fin du spoiler. La première partie du film met donc en avant le mot « cowboys » du titre. On retrouve chacun d'entre eux retiré dans des décors de l'Ouest américain. Tank est même devenu révérend dans une église baptiste de l'Oklahoma. On retrouve Jerry et Hawk domptant des roller coasters et des monoplans comme des vachers dressent les chevaux. Ce sont bien des cowboys, accompagnés de toute l'amitié virile qui va avec, qui arrivent pour jouer les troubles fêtes à la NASA. La seconde partie du film met en avant le mot « space » du titre. Abandonnant l'humour, l'auteur filme la mission de la manière la plus réaliste possible. Chacun d'entre eux reprend son poste originel de l'US Air Force. Clint Eastwood politise aussi son récit lorsque les astronautes vont faire une terrible découverte dont bien sûr on dira rien du tout. Alors que Clint Eastwood tient le premier rôle, il n'a pas peur de s'effacer au profit du personnage de Tommy Lee Jones. Son importance dramatique augmente tout au long du récit. Et cette volonté de rester au second plan, on l'a retrouvée déjà, rappelez-vous, dans Un monde parfait avec Kevin Costner. Un des grands plaisirs du film est le récit de cette belle amitié entre les 4 personnages, chacun a son propre caractère. Frank, ex-pilote, est présenté comme un vieux râleur qui n'arrive pas à faire marcher la porte de son garage. Il refuse d'aider au départ la NASA car le satellite est russe et parce que le chef de projet est le même qui l'avait licencié en 1955 pour le remplacer par une guenon. Il semble ne pas avoir l'esprit d'équipe, mais finalement, il offrira ses services. On ressent aussi l'ombre de l'inspecteur Harry dans ce personnage quand, dans un bastringue, il manque de cogner le mari de la serveuse ou quand, à la NASA, il s'en prend violemment à sa hiérarchie. Jerry, ex-ingénieur et concepteur de structures en aérospatiale, a monté sa propre entreprise. On le retrouve en train d'inspecter une montagne russe et c'est en fait le Viper du parc de Six Flags Magic Mountain à Los Angeles. À l'origine, c'était Sean Connery qui devait jouer le rôle avec un catogan en hommage à son ami le compositeur Jerry Goldsmith. Petit clin d'œil, Donald Sutherland qui le remplace gardera le catogan et le prénom Jerry. Une grande partie de l'humour de la première partie passe par lui. Dès sa première apparition, il mange une banane en plein grand 8. C'est un dragueur invétéré et il se place immédiatement en vainqueur devant l'assistante médicale. Cette séquence est aussi un témoignage de l'audace de l'auteur qui se passe de doublure pour filmer leurs 4 paires de fesses. William, lui, est ex-pilote comme Frank et il travaille maintenant dans une entreprise d'épandage de culture dans l'Utah. Il continue donc de piloter des monoplans.
Lui aussi nous réserve une séquence hilarante de jet de vomi aérien avec un ado un petit peu trop sûr de lui. Le personnage de William Hawke prend de l'importance au fur et à mesure du récit. C'est d'ailleurs de la remarquable prestation de Tommy Lee Jones que viendra une grande partie de l'émotion. Tank, quant à lui, est un ex-navigateur de l'US Air Force. Il est devenu un révérend, pas terrible quand même, qui s'en mêle les pinceaux dans ses pages de prière. Clint Eastwood tenait à confier ce rôle à son vieil ami James Garner, qui reste un peu en retrait des trois autres à cause de son âge. Il lui réserve tout de même, dans la seconde partie, une belle séquence de navigation du satellite quand il est chargé de déployer le bras rétractile de la navette. À ce titre, il faut noter cette différence d'âge entre les 4 acteurs. Ils sont censés avoir le même âge en 1955, quand ils sont les jeunes membres du projet Daedalus. Ils devraient donc tous avoir le même âge en 2000. Pourtant, Tommy Lee Jones a 54 ans, Donald Sutherland 65, Clint Eastwood a 70 ans et James Garner 72. Il y a donc 18 ans d'écart entre Tommy Lee Jones et James Garner. Clint Eastwood étant dans la vraie vie lui-même pilote d'hélicoptère, l'espace aérien est un univers qui l'a toujours attiré. Il faut se rappeler qu'une de ses premières apparitions au cinéma était celle d'un pilote d'avion de chasse dans Tarantula. Et il fallait avoir l'œil car justement on ne voyait que ses yeux. Avec Space Cowboys, Clint Eastwood a voulu rendre hommage aux précurseurs de l'aviation moderne comme Chuck Yeager. Ce dernier est magnifiquement incarné par Sam Shepard dans L'étoffe des héros de Philip Kaufman en 1983. Ils n'étaient peut-être pas des cowboys, mais des pionniers de l'espace, dit l'auteur. Le prologue montre la fin de la participation de l'US Air Force à l'exploration spatiale. Elle est remplacée par l'Agence nationale Aeronautics Space Administration, la NASA. Le projet Daedalus est clos. Clint Eastwood le souligne, l'équipe Daedalus réunissait d'authentiques précurseurs. Alors qu'ils étaient fin prêts et que le monde entier s'attendait à les voir partir dans l'espace, ils furent remplacés par un singe. La mission est sous contrôle de la NASA. Il s'agit d'intercepter le satellite russe Icon à l'aide d'un bras robotique. Alors on pourrait se dire qu'envoyer des papys dans l'espace, c'est pas crédible. Eh bien, pas du tout. Et c'est ce que confirme Catherine Clark, chef scientifique à la NASA, qui explique « Le lancement d'une navette ne produit que 3G, c'est plus faible que dans une fusée. Quant à marcher dans l'espace, il faut de la force, c'est vrai, mais si quelqu'un est en forme, l'âge ne compte guère. » Clint Eastwood souhaite aussi que le lancement et la mission soient totalement crédibles. Nous avions besoin du concours actif de la NASA pour reproduire au mieux ce processus complexe qui demande une planification rigoureuse. L'agence s'est donnée à fond et le résultat m'a comblé. La NASA met à disposition de la production la Vomit Comet, un appareil de simulation de la microgravité dans l'espace. Cet effet d'apesanteur donne généralement la nausée aux astronautes et donc Clint Eastwood décline l'offre de peur que les acteurs soient malades. Il faudra donc la reproduire artificiellement. Bien qu'il utilise des images de synthèse et des modèles réduits, il se sert au maximum d'effets spéciaux à l'ancienne. Tommy Lee Jones, par exemple, est harnaché au plafond et poussé sur des tabourets à roulettes pour simuler la pesanteur. Tous ces procédés mécaniques, combinés à une abondance de mouvements de caméra, ont fait la blague dans 80% des cas, explique Tommy Lee Jones. Space Cowboys s'est présenté à la fois au Festival de Venise et au Festival du cinéma américain de Deauville en septembre 2000. On voit ici l'arrivée du cast à celui de Deauville. Dina Ruiz Eastwood et son mari, Clint Eastwood, Donald Sutherland, James Garner et son épouse, Lois Clark, et enfin Tommy Lee Jones et sa nouvelle épouse, la photographe Dawn Laurel. Il est un gros succès public, le film étant à la fois défendu comme une comédie et un film de science-fiction. Il double sa mise de départ de 60 millions de dollars et en rapporte donc 130 aux États-Unis et à l'international. De quoi rassurer Clint Eastwood qui, à 70 ans, gagne haut la main son billet d'entrée pour le cinéma du 21e siècle. Son prochain film sera l'adaptation de Créance de sang, un roman du célèbre écrivain américain Michael Connelly, autant dire qu'on l'attend de pied ferme. Bon film. Mais c'est quoi ce t-shirt ? Alors, ce t-shirt, c'est un cadeau de Dan et Simon qui compte beaucoup pour moi. Et même si ce serait plus en rapport avec Apollo 13, j'ai trouvé que Failure is not an option était pas mal pour ce film aussi. J'ai un peu mal à la gorge. Ça se sent pas. Mais c'est quoi tous ces médocs ? Alors, j'ai du sirop. J'ai un peu de tout. Pour avoir une voix douce et suave. Au moins 5 minutes.